Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Quand on passe à l'électrique, on se pose tout un tas de questions, notamment combien ça va nous coûter, comment on va recharger, mais aussi quel sera le coût d'entretien, la durée de vie des batteries, la durée de vie du moteur. Est-ce que l'électrique c'est vraiment confortable? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse puissance et ce couple immédiat de la voiture électrique? Et pour certains, ils se demandent même si c'est vraiment écologique. Eh bien pas d'inquiétude, forcément ces questions-là on se les est tous posées, moi en premier. Mais pour l'heure, il est temps de faire un bilan 2022 de la possession de ma Tesla Model 3 Propulsion. Pour rappel, cette Tesla, je l'ai reçue en juin 2022 et pendant l'année 2022, je l'ai conduite pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, et toujours encore pour l'instant, j'ai tout enregistré dans un fichier Excel, donc que ce soit la quantité d'énergie que j'ai rechargée dans la voiture, les dates, mais aussi précisément combien ça m'a coûté à chaque fois. Bref, tout ce que j'ai fait avec ma voiture, je l'ai enregistré dans un fichier Excel. Mais on va pas parler que de ça puisqu'on va voir dans un premier temps si je suis content d'un point de vue général de cette voiture. Que ce soit le confort, la puissance, mais aussi si j'ai eu des problèmes avec ma Tesla. Ensuite, on verra, et là c'est une très grande question que se posent les gens qui veulent passer à l'électrique, comment j'ai fait pour recharger cette voiture. Est-ce que ça a été facile ou est-ce que j'ai eu pas mal de problèmes? On va voir ça ensemble. Et enfin, le pavé le plus important, on va passer aux chiffres. Sur la consommation de la voiture, que ce soit en roulant mais aussi à l'arrêt, parce que oui, à l'arrêt, la voiture consomme de l'énergie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de mon calcul, c'est que je ne vais pas comptabiliser que ce qui va aux roues pour la Tesla, mais bien tout son environnement. C'est-à-dire que je vais d'abord faire un calcul aux roues quand même, mais pour autant, ce que je veux calculer, c'est le coût total de la voiture. C'est-à-dire quand elle est à l'arrêt, quand je suis en train de jouer sur la tablette à l'intérieur de la voiture, le coût de la recharge aussi, puisque la recharge, il y a une perte à la recharge. Bref, on va tout voir. Eh bien, c'est parti, on va commencer au volant de la voiture. Et commençons par les impressions générales. Concernant le confort de cette voiture, déjà, j'ai été tout de suite bluffé dès que je l'ai eue. C'est une voiture super confortable, super silencieuse. J'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs grands trajets et à chaque fois ça a été un total plaisir puisqu'au final on est très bien. Sur autoroute, ça passe comme une lettre à la poste. Et en plus de ça, sur ces grands trajets, les enfants ont été super agréables, ce qu'ils étaient déjà dans le 3008, mais vraiment, on sent qu'il y a une sorte de zénitude qui est apportée par cette voiture. On a aussi une certaine puissance qui fait qu'au final, on se sent bien au volant de la voiture. Donc quand on a besoin de dépasser ou de s'insérer dans la circulation, on va le faire très facilement grâce à la puissance de la voiture. Et ça apporte aussi une forme de tranquillité, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'on a à peu près 300 chevaux sous la pédale, au final, on ne joue pas comme un dingue à tout le temps accélérer, freiner. Le freinage régénératif joue aussi là-dedans dans le sens où on va avoir tendance à anticiper les ralentissements. Et potentiellement, le fait que ce soit une électrique, ça nous donne envie d'être un petit peu plus souple et on a une sorte de tranquillité que j'avais pas forcément avec le 3008 en tout cas. Concernant l'espace, alors déjà la vie à bord est vraiment extrêmement confortable, on a beaucoup de place dans cette voiture. En plus de ça, on a beaucoup de rangements, donc entre les rangements dans les portes, la console centrale, le coffre qui est gigantesque. Alors certes, c'est un coffre, c'est-à-dire que l'ouverture n'est pas très grande, mais la place qu'il y a à l'intérieur, elle est vraiment impressionnante. J'ai pu mettre des tonnes et des tonnes de choses. Et en plus de ça, on a le Frunk, une voiture qui a failli se taper un petit cycliste. Et oui, on coupe pas les routes comme ça, monsieur. Et en plus de ça, donc, on a le Frunk, sachant que c'est pareil dans le coffre, comparé au 3008. Donc le 3008, le coffre était plus en hauteur qu'en profondeur. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est vrai que le coffre est très profond, par contre, il n'est pas aussi haut. Là où c'est extrêmement pratique, c'est quand je fais mes courses, en fait, je peux en étaler plus, puisqu'au final, j'ai plus de superficie où étaler mes sacs. Alors que dans le 3008, au final, on ne peut pas vraiment superposer les sacs les uns sur les autres. Donc, en termes de Tetris, il fallait un petit peu plus travailler. Concernant l'autopilote maintenant, alors il y a beaucoup de gens qui critiquent l'autopilote. Alors quand il est sorti, c'était une révolution par rapport aux autres marques. Maintenant, les autres marques ont tendance à avoir au moins égalisé Tesla, voire même surpassé dans certains domaines. En tout cas, l'autopilote, il fait très bien son job. Donc là, actuellement, j'ai juste le régulateur adaptatif d'enclencher. Si je devais mettre l'autopilote, je suis très serein avec la conduite qu'a l'autopilote. C'est-à-dire que la plupart du temps, je l'utilise sur voie rapide ou sur autoroute et ça se passe parfaitement bien. D'ailleurs, même pour les grands trajets, c'est un confort absolu. C'est-à-dire que l'autopilote nous permet d'avoir, tout en ayant l'attention sur la route, d'avoir un petit peu plus, de tranquillité et d'attention peut-être même sur les passagers qu'on l'aurait juste avec un régulateur classique. Donc déjà, l'arrivée du régulateur était une chose génialissime dans les voitures modernes. Là, clairement, l'autopilote, il fait un travail de dingue, quoi. En revanche, concernant l'EAP et le FSD,
Là, je suis un petit peu plus sceptique. Alors, je pense que le FSD, c'est une chose excellente potentiellement aux États-Unis. Pour nous, déjà en Europe, c'est vraiment limité. Donc, au final, on se retrouve avec quelque chose qu'on a payé très cher pour pas beaucoup de fonctionnalités en Europe. Mais même le AP, pour moi, il ne propose que quelques options, certes intéressantes. Je ne dis pas que je ne serais pas content d'avoir ces quelques petites options, mais pour moi, le prix est bien trop élevé pour ce qu'il apporte. Et en plus de ça, je ne suis pas un grand rouleur à la base. Donc clairement, ça me ferait des options que j'utiliserais pas si souvent que ça. Et encore une fois, pour le prix, c'est pas rentable. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être rentable pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Maintenant, concernant la consommation de cette voiture. Alors là, moi, j'ai la Tesla Model 3 Propulsion. Donc c'est la plus petite version de toutes les Tesla d'ailleurs. Donc la moins puissante et aussi avec la plus petite batterie. On a une batterie de 60 kWh, dont 57 utiles. On a une propulsion seulement aux roues arrière, donc pas de 4 roues motrices, pas de traction, seulement propulsion. Et cette voiture est absolument un chameau, c'est-à-dire qu'elle ne consomme vraiment pas grand-chose. Alors évidemment, ce sera à nuancer en fonction des saisons et des trajets que vous faites, mais pour autant, pour avoir fait de l'autoroute, on en parlera dans les résultats des chiffres, mais même sur autoroute, elle a une consommation vraiment très impressionnante. Donc clairement, comparé aux autres voitures électriques, donc de ce que j'ai pu voir sur d'autres forums et d'autres possesseurs de voitures électriques, la Tesla Model 3 en particulier propulsion fait partie des meilleures voitures, en tout cas de celles qui consomment le moins, en rapport à leur gabarit bien évidemment. En revanche, et là c'est un des petits points particuliers que j'ai pu constater avec cette voiture-là, et ça c'est clairement toutes les voitures qui sont dans le même cas de figure, si la consommation au moteur est très basse, si la consommation de la climatisation et du chauffage est également très basse, puisqu'on a une pompe à chaleur dans cette voiture, je le rappelle, et bien par contre, en fin de compte, on s'aperçoit que la consommation des moteurs, c'est pas la consommation réelle de la voiture. Vous le verrez aussi dans les chiffres. Moi, j'ai tout comptabilisé, ce que j'ai rechargé à chaque fois par rapport au nombre de kilomètres que j'ai fait, et clairement, on n'obtient pas la même consommation entre ce qui est affiché par l'ordinateur de bord et ce que moi je trouve comme calcul. Alors c'est normal, hein. Moi je rajoute tout, je rajoute la climatisation, je rajoute le chauffage, je rajoute les pertes liées au rechargement aussi, donc les pertes qui sont liées au chargeur, hein, au câble, à l'échauffement du câble. Je compte aussi le mode sentinelle, donc je compte tout ce que j'ai utilisé comme électricité par rapport aux kilomètres que j'ai fait. Mais justement, moi, ça me parle mieux que de juste voir la consommation de la voiture. D'ailleurs, concernant le mode sentinelle, donc je l'ai beaucoup mis au tout début quand j'ai eu la voiture. Pourquoi? Parce que c'est une excellente option. Il faut savoir que c'est quand même une option de sécurité en plus que n'ont pas les autres marques, ou en tout cas, à ce que je sache, je ne connais aucune autre marque qui a cette option de sécurité-là. Donc c'est génial. Par contre, il y a des revers de la médaille. Donc, si tant est que vous arriviez à capturer quelque chose qui se passe autour de votre voiture, l'avantage c'est que ça peut servir de preuve, hein. C'est légal. Vous pouvez vous en servir pour justement vous retourner contre quelqu'un qui a endommagé votre voiture. Je ne sais pas, un coup de portière, un mauvais stationnement, bref, peu importe. C'est efficace et c'est légal. Par contre, les petits revers de la médaille, c'est que le mode sentinelle, il consomme quand même vraiment pas mal. Et ça, il faut quand même bien en être conscient. C'est quand vous allez activer ce mode sentinelle, ça va consommer un paquet d'énergie. Et donc forcément, vous allez le retrouver sur votre facture puisque ça se paye. Maintenant, il faut relativiser quand même avec ce mode sentinelle. C'est-à-dire que ça se paye, oui, mais c'est une option qui n'existe pas sur les autres marques. C'est aussi une option qui est désactivable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le payer. Quand je dis payer, c'est payer la consommation électrique qui est liée à ce mode sentinelle. Et là où il faut le relativiser également, c'est que cette sécurité-là, si vous l'ajoutiez à votre maison par exemple, donc un système de vidéosurveillance avec un système d'alarme, bref, une alarme un petit peu complémentaire comme une maison, il faudrait le payer ça aussi. Donc quelque part, quand on y réfléchit réellement, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est une option qui a le mérite d'exister, qui n'est pas obligatoire, qui a certes un coût, mais qui en fin de compte est un coût maîtrisé et logique. Et donc on va terminer par les problèmes que j'ai pu avoir avec cette voiture. Donc ça va être très court puisque je n'en ai quasiment pas eu. Les rares problèmes que j'ai eu, c'est des problèmes de tablette. Donc par exemple un freeze de l'écran, la voiture fonctionne toujours très bien, mais je ne vois plus ma vitesse, l'écran il ne se passe plus rien. Donc là je m'arrête sur le bas-côté, on fait ce qu'on appelle un petit soft reboot. Donc je redémarre l'écran et là tout se passe bien. Ça m'est arrivé une fois et quelques fois où l'écran a eu une sorte de latence avant de fonctionner correctement. Bref, vraiment rien de particulier.
Quelquefois, en m'approchant avec mon téléphone, la voiture n'a pas détecté tout de suite mon téléphone et j'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. Donc soit j'ai dû démarrer l'application et ouvrir la voiture avec l'application, c'est arrivé pareil 2 fois. Soit eh bien de toute façon, on doit normalement toujours avoir sa carte clé sur soi et donc avec la carte clé, j'ai pu déverrouiller la voiture. Mais au final, eh bien, j'ai quasiment eu aucun souci avec cette voiture. Et par aucun souci, je veux aussi dire aucun souci d'entretien. C'est-à-dire qu'en termes d'entretien, je suis à 6 mois de voiture et clairement, à part faire le plein de mon liquide lave-glace, dont je suis, je l'avoue, un grand consommateur, j'ai rien changé, j'ai rien à pour l'instant préparer comme entretien, je n'aurai pas de vidange à faire, bref, tout se passe bien. Et je voulais aussi parler d'un point particulier, c'est ce toit panoramique. Alors autant en été, c'est un petit peu laborieux parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud dans la voiture. Par contre, en hiver, c'est génial parce qu'au final, même quand il fait plutôt froid, c'est-à-dire entre 5 et 10 degrés à l'extérieur, si vous avez un assez beau temps ou en tout cas un petit peu de soleil, au final, l'habitacle, il va avoir entre 10 et 15 degrés de plus. Et ça, clairement, au final, c'est des économies d'énergie. On ne met pas le chauffage et c'est vraiment un super point. Pour prendre l'exemple du trajet que je viens de réaliser là maintenant, je viens de faire 33 km. On est en hiver. Je suis parti à 10 degrés. Il en fait 12 maintenant dehors. Et je viens d'avoir une consommation de 11,4 kWh au 100 km. Donc clairement, c'est vraiment très très faible. Et forcément, c'est dû en partie au fait que j'ai un superbe toit panoramique et que je n'ai pas dû activer ni les sièges, ni le volant chauffant, ni même le chauffage dans la voiture. Pour recharger, quand j'ai eu la Tesla, j'étais quand même un petit peu inquiet, comme n'importe quel automobiliste qui recevrait une voiture électrique. Mais pour autant, j'avais déjà fait l'expérience de la recharge publique, puisque entre la vente de mon 3008 et la réception de la Tesla, j'avais loué un Kia e-Niro, que j'avais essentiellement rechargé sur borne publique, donc j'avais déjà eu une petite expérience, et quelque part, j'étais déjà un petit peu rassuré sur le fonctionnement de la recharge publique. Et oui, parce que depuis que j'ai reçu ma Tesla Model 3, je ne recharge au quotidien que sur borne publique. Alors du coup, comment ça marche? Eh bien tout simplement, j'ai la chance d'avoir dans ma ville énormément de bornes publiques. En plus de ça, j'en ai une à quoi 200 mètres de mon domicile. C'est de toute façon là où je gare en général ma voiture. Et c'est très simple, j'ai pris un tout petit abonnement chez eux pour avoir le kilowattheure un petit peu moins cher, vu que de toute façon, c'est là que je vais recharger la plupart du temps. Et à l'aide de ma carte, je m'identifie, je branche la voiture et terminé. Ça me prend en tout et pour tout entre 30 secondes et 1 minute. Et en plus de ça, je suis stationné à côté de chez moi. Donc là, le prix vient d'augmenter en 2023, mais en 2022, le prix a été celui que j'indique ici, parce que je m'en souviens plus de tête. Sachant que si j'étais un plus gros rouleur, je pourrais prendre un abonnement légèrement plus gros qui me ferait un kilowattheure à peu près à 17 centimes. Et pour le coup, ce serait quasiment équivalent à une recharge à domicile. L'avantage, c'est que j'ai aussi pu recharger sur borne gratuite. Pourquoi? Eh bien parce que dans ma ville, encore une fois, il y a quelques bornes qui étaient encore gratuites ces derniers temps. Elles tendent à disparaître toutes, mais pour l'instant, il y en a encore quelques-unes, donc j'en profite occasionnellement. Et également, à l'achat de la voiture, j'ai eu 1500 km de supercharge gratuite qui correspond à l'ancien modèle de parrainage auquel j'ai encore eu droit parce que j'ai commandé ma voiture, je vous le rappelle, en mars 2021. Pour autant, j'ai fait pas mal d'autoroutes, donc les derniers kilomètres de supercharge, je les ai payés. Et là, on est clairement sur quelque chose de super facile. On arrive au superchargeur en marche arrière, on décroche le pistolet, on se branche à la voiture et automatiquement la voiture et notre compte Tesla sont identifiés et il n'y a rien à faire, c'est prélevé directement sur notre compte à l'issue de la charge. Pour finir, avec la recharge à domicile, je n'ai pu en profiter que quelques fois, quelques très rares fois, quand j'étais au domicile de mes parents pendant mes vacances. J'ai utilisé pour ça l'UMC Tesla qui est fourni avec la voiture. Et honnêtement, si j'avais l'opportunité de me brancher chez moi pour recharger ma voiture, je pense que dans un premier temps, je n'utiliserais que ça parce que en termes de vitesse de charge, c'est largement suffisant. Même si j'ai baissé l'intensité à 10 ampères pour éviter tout risque d'incendie ou de faire fondre des câbles, au final, la voiture, elle passe quand même plus de temps garée qu'à rouler. Donc au quotidien, cette recharge, même lente, est extrêmement suffisante. Et surtout, tout l'intérêt de cet UMC, de ce chargeur en 220 volts qu'on peut mettre sur une prise classique, mais surtout l'avantage de ces prises 220 volts, c'est qu'on en retrouve de partout. En général, où qu'on aille, il y a une prise 220. Alors oui, ça fait peut-être un petit peu bizarre de squatter la prise 220 de son ami, de son copain, de ses parents quand on va chez eux. Mais au final, c'est très facile de calculer ce qu'on a injecté dans sa voiture et éventuellement de donner une petite compensation si c'est nécessaire. Et de toute façon, une voiture électrique, c'est tellement une attraction parce que c'est nouveau pour l'instant, qu'au final, ça amuse presque autant les gens chez qui on va que nous de se brancher justement chez eux. Donc clairement, concernant la recharge, vraiment aucun souci, aucune prise de tête. Il y a des bornes publiques quasiment de partout. Si c'est pas le cas pour les grands trajets, c'est Supercharger ou alors Ionity ou alors Fastnet. Bref, il y a tout ce qu'il faut en charge très rapide pour les grands trajets.
Et si vraiment on est perdu ou qu'on va chez des amis, on peut encore se brancher en 220 sur une prise classique. Donc pour tomber en panne en voiture électrique, je pense qu'il faut quand même le faire. Passons maintenant aux chiffres. Alors attention, il va falloir faire une petite gymnastique cérébrale parce que parfois je vais inclure tel ou tel critère et parfois pas. Je vais quand même faire un très bref rappel personnel puisqu'évidemment tous ces critères-là ne correspondent qu'à mon cas personnel. Si vous êtes dans le même genre de situation, vous pourrez potentiellement obtenir le même genre de chiffres, mais il faut quand même pas oublier que ça correspond à ma situation. Donc d'abord, la Tesla Model 3, c'est mon véhicule principal. Je vis dans le sud, donc j'ai une météo plutôt clémente la plupart du temps. Au quotidien, j'ai des tout petits trajets pour me rendre au travail, pour un total de 8 km par jour, et donc 40 km par semaine du lundi au vendredi. Le week-end, on va faire entre 50 et 200 km en fonction de ce qu'on va faire avec ma petite famille. Et occasionnellement, je fais des grands trajets avec la voiture. Alors je dis occasionnellement oui et non. Avec mes précédentes voitures thermiques, je faisais occasionnellement des grands trajets, 1 à 2 par an d'environ 1000 km. Et là, allez savoir pourquoi, avec la Tesla, j'ai fait 6 grands trajets de 1000 bornes pendant les 6 mois où j'ai eu la voiture. Allez savoir pourquoi, pas vraiment, c'est parce qu'on est tellement bien dans cette voiture que de toute façon, on privilégie de la prendre plutôt que le train ou autre chose. Et n'oublions pas que j'ai eu les superchargeurs gratuits qui m'ont forcément beaucoup aidé à utiliser la voiture plutôt que le train. Donc clairement, ces infos et ces chiffres sont à prendre comme guide au cas où vous auriez le même genre de situation que moi ou que vous voulez comparer, mais clairement pas comme argent comptant. Vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats, vous, en fonction de votre situation. Tout d'abord, sur ces 6 mois en 2022, j'ai fait 11 706 km. Donc clairement, j'ai jamais roulé autant avec une voiture qu'avec cette Tesla. Forcément, c'est ce que je disais, c'est un plaisir de conduire cette voiture. Elle est agréable, confortable et en plus elle a un faible coût de fonctionnement. Sur ces 11 706 km, il y a environ 6 000 km de trajet autoroutier. Donc forcément, ça va avoir tendance à tronquer un petit peu mon résultat puisque j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Et j'ai roulé systématiquement à 130 quand c'était limité à 130, 110 à 110, bref, j'ai toujours collé aux limitations de vitesse, ni plus ni moins. Très rapide rappel de comment fonctionne un kilowatt ou un kilowattheure. Alors le kilowattheure, c'est une quantité d'énergie. Si je vous dis 10 kWh, c'est comme 10 litres, c'est une quantité d'énergie. En revanche, si je vous parle en kilowatts, cette fois-ci, je vous parle d'une puissance délivrée. Par exemple, la batterie de ma voiture est une 60 kWh, dont 57 kWh utiles, mais elle est capable de charger jusqu'à 175 kW de vitesse de charge. Également, on va parler en kilowattheure au 100 km, mais la voiture, elle, va afficher des wattheures par kilomètre. D'ailleurs, le calcul est très simple, 150 wattheures par kilomètre, ça fait 15 kWh au 100 km. Voilà, la parenthèse est fermée. Dans la voiture, j'ai une moyenne affichée de 14 kWh au 100 km. Et honnêtement, c'est vraiment très honorable en sachant que j'ai fait la moitié de mes parcours en autoroutier, sachant que cet été, hors trajet autoroutier, j'arrivais très facilement à descendre autour des 10-11 kWh au 100 km. Et que lors de mon dernier trajet autoroutier qui s'est passé à une température plutôt fraîche pendant l'automne, j'ai eu une moyenne de 16 kWh au 100 km pour donc tout mon trajet de 1000 km d'autoroute. Et je le rappelle, je roule à 130 quand je peux rouler à 130. Donc j'ai vraiment été très surpris, 16 kWh au 100 km pour une voiture électrique, c'est vraiment très bas sur autoroute. Si j'avais pas fait tous mes trajets autoroutiers, au lieu de 14 kWh au 100, je pense que j'ai une estimation aux alentours des 13 kWh au 100 km. Peut-être un petit peu moins. Bref, tout ça pour dire que cette voiture, c'est vraiment un chameau. La consommation de cette Tesla Model 3 Propulsion, elle est vraiment excellente comparée aux autres versions précédentes. Les versions SR+, avec des moteurs certes plus puissants, mais des plus petites batteries. Mais au final, on va pas faire beaucoup moins de kilomètres qu'une LR ou une Performance qui a une batterie beaucoup plus grosse de 75 à 85 kWh. Alors, en pourcentage de recharge, j'ai rechargé 3919% sur ma voiture. Ce qui équivaut à environ 6,5 pleins par mois, même si en réalité c'est pas le cas puisque pendant les grands trajets je vais avoir fait le plein plusieurs fois et que dans un mois normal où j'ai pas fait de grands trajets, j'ai entre 3 et 4 pleins à faire par mois. Grâce au logiciel Teslafi, j'ai pu estimer l'usure de ma batterie et elle est de 1,80%, ce qui correspond à une perte d'environ 8 km. Et quand je compare cette perte avec les autres utilisateurs de Teslafi, on s'aperçoit que je suis complètement dans la moyenne. Pendant ces donc 6 mois de 2022, j'ai rechargé pour 2492 kWh. Donc tout confondu, recharge payante à la borne, facturée, recharge gratuite que j'ai pu justement voir grâce à Teslafi, mais aussi les superchargeurs, donc sur les grands trajets, et les charges à domicile chez mes parents. D'ailleurs, j'ai environ 947 kWh que je n'ai pas payé, donc grâce aux bornes gratuites,
au superchargeur gratuit ou aux recharges chez mes parents qui m'ont gracieusement offert. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Si je calcule, ça fait 63,6 kWh par 100%, donc pour une batterie complète. Ce qui peut paraître bizarre puisque j'ai une batterie de 60 kWh dont 57 kWh utiles. Mais au final, ce surplus, il correspond à la perte qui est liée à la charge puisque oui, évidemment, quand on charge, il y a une perte d'énergie qui se passe entre la borne, le câble et la transformation entre le courant alternatif et le courant continu. Donc entre ce qui m'est facturé et ce qui arrive réellement dans ma batterie, il y a une différence. Et en plus de ça, pendant une charge, l'ordinateur de bord, lui, va continuer d'être allumé. Il y aura quand même une petite consommation qui varie entre 100 et 150 watts. Et donc forcément, sur une charge de 10-12 heures sur une prise domestique ou même moi de 5 heures maximum jusqu'à 100% avec ma voiture, eh bien ça va forcément compter. Mais ça, c'est pareil avec tout. Quand vous rechargez votre téléphone portable, peu importe ce que vous rechargiez qui a une batterie, il y a une perte de transformation systématiquement. Pour un téléphone par exemple, on estime entre 20 et 30% la perte liée à la recharge. Et quand on passe par une batterie portable, eh ben dites-vous que c'est encore pire, puisqu'il y a la perte pour charger la batterie portable et la perte après pour recharger l'équipement. Donc ces pertes, elles sont vraiment tout à fait normales. Mais comparé à une thermique où là, il n'y a pas du tout de perte, vous prenez un pistolet, vous mettez 1 litre d'essence dans votre réservoir, il y a 1 litre d'essence. Eh bien c'est là où il y aura une petite particularité dans mon calcul, c'est que moi ça je vais le comptabiliser aussi. L'objectif c'est de comptabiliser combien moi je paye au total. Donc forcément je vais le compter, la perte liée à la charge, la consommation de l'ordinateur de bord, c'est inclus dans mon calcul. Pour ceux qui ne comprennent pas le calcul, pas d'inquiétude, je vais vous faire à la fin un petit résumé et ça vous fera une estimation psychologique. Mais pour moi je veux savoir combien j'ai payé. Et d'ailleurs, c'est pareil sur une thermique, puisque quand on va au final démarrer sa voiture et puis gratter son pare-brise par exemple parce qu'il est gelé ou je sais pas moi préchauffer sa voiture, peu importe quoi, au final de toute façon l'essence qu'on a mise dans la voiture, qu'elle soit brûlée justement pendant qu'on gratte son pare-brise ou pendant qu'on ait un feu rouge, c'est pareil. Et bien forcément les litres qu'on a mis dans le réservoir, ils seraient comptabilisés de la même manière, on les aurait payés de la même manière. Concernant ce que j'ai payé maintenant, j'ai payé 467,98 €. Pour autant, c'est pas vraiment très réaliste parce que j'ai quand même eu pas mal de charges gratuites. Je le rappelle, 947 kWh ont été gratuits pour moi, ce qui me fait un total très précisément de 3,99 € au 100 km. Allez, on va arrondir à 4 €. Mais je vais quand même enlever ces charges gratuites parce que, en théorie, je ne devrais pas les compter dans le calcul que je vous donne. Et bien, si je comptais tous les 2492 kWh que j'ai injectés dans la voiture en recharge à domicile, en heure pleine, j'en aurais pour 423 €, en heure creuse, 373 €. À la borne publique, comme moi je l'ai fait, j'en aurais pour 658 €. Et si j'avais utilisé exclusivement du superchargeur au tarif où il est aujourd'hui, je serais à environ 1500 €. Alors pour comparer tous ces chiffres avec mon ancien 3008, je sais, c'est pas la même voiture, c'est pas les mêmes consommations, mais je compare avec ce que j'ai. Vous, ça vous empêche pas de comparer avec ce que vous avez actuellement en voiture thermique ou ce que vous aviez avant, voire même de faire une estimation complètement aléatoire. Si j'avais fait 11 700 km avec mon 3008, sachant qu'il consommait 8 litres au 100, j'aurais donc utilisé 936 litres, et bien au samplon 95 à aujourd'hui 1,85 € le litre, j'en aurais eu pour 1731 €. Et si j'avais continué de rouler à l'éthanol, ce qui était le cas pour moi, à 1 € le litre comme aujourd'hui, eh bien j'en aurais eu pour 936 €. Soit au samplon 95, 1263 € de différence, et à l'éthanol, 470 € de différence. Par rapport à ce que j'ai payé bien sûr avec les recharges gratuites. Maintenant, si je rapporte les 2492 kWh que j'ai consommés par rapport aux 11 700 km que j'ai effectués, ça me fait en réalité 21,3 kWh au 100 km. Alors je le répète, c'est pas ce que j'ai consommé réellement, puisque ma voiture, au final, elle a consommé 14 kWh au 100 km pour rouler, alors clim incluse pendant que je roule, mais pour rouler 14 kWh au 100 km. Mais moi, ce que je veux comme calcul, c'est combien la voiture me coûte réellement au 100 km quand j'inclus quasiment tout. Évidemment, c'est pas du tout réaliste. Quand je dis 21,3 kWh, c'est tout ce que j'ai injecté dans la voiture par rapport au kilomètre que j'ai effectué. C'est pas la consommation de la voiture quand on est en train de rouler, puisque je vous ai dit, j'étais à 14 kWh au 100 km. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir combien ça me coûte réellement au 100 km d'utiliser ma voiture. Puisque ces pertes d'électricité liées à la charge, ces consommations quand la voiture est à l'arrêt, la consommation du mode sentinelle, qui est inclus encore une fois dedans, eh bien tout ça, moi, je les paye. Les kilowattheures que j'ai mis dans la voiture, je les paye. Donc ça équivaut à peu près à 21,3 kWh au 100 km. Sachant que dans la théorie, pour faire 491 km WLTP, il faudrait que j'ai une consommation permanente de 11,6 kWh au 100 km par rapport à mes 57 kWh de batterie utile. Et si moi je conserve mes 14 kWh de consommation au 100 km que j'ai d'affiché dans la voiture, eh bien je ne pourrais pas faire plus de 407 km de 0 à 100% ou de 100 à 0%.
Dans la réalité, eh bien, je m'aperçois que je fais jamais plus de 250 km avec un plein complet de 100 à 0%. Pourquoi? Eh bien parce qu'au final, justement, il y a tous mes préconditionnements de batterie, puisque là, pour aller au travail, je préchauffe un petit peu la batterie. Typiquement, ce matin, la voiture était gelée, le pare-brise était gelé, donc j'ai lancé mon chauffage avant dans la voiture. Et tout ça, ça consomme, mais comme encore une fois, ça consommerait des litres d'essence dans une voiture normale. Sauf que pour l'instant, je connais pas de voiture normale qui s'allume à distance, mais ça existe au Canada et je sais que dans des pays froids, ça existe. Le mode Sentinelle, lui aussi, consomme beaucoup de batterie, alors je l'active plus tout le temps maintenant. Pareil, si jamais pour X ou Y raison, j'ai envie de consulter l'état de ma voiture, je sais pas moi, la température à l'intérieur, extérieur, peu importe, eh bien ça va réveiller la voiture et ça va avoir une petite consommation liée à l'ordinateur de bord. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo déjà où je disais que je faisais pas plus de 250 km avec ma charge. Et bien au final, je persiste aujourd'hui à dire que c'est exactement la même chose. Au quotidien, je fais pas plus de 250 km avec une charge. Et j'irai même plus loin puisqu'aujourd'hui, je les fais pas avec une charge de 100 à 0%. Mais encore une fois, c'est très particulier. C'est parce que j'ai des tout petits trajets au quotidien, que ma consommation, elle est un tout petit peu élevée parce qu'on est en hiver. Donc on vient de faire le point des chiffres en 2022, des consommations que j'ai pu avoir, des euros, des kilowattheures. J'espère que vous aurez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Moi, je vous referai une petite vidéo où peut-être que je détaillerai plus certaines choses par rapport à d'autres que vous n'avez pas compris. J'ai fait en sorte de vous rajouter tout un tas d'informations un petit peu partout sur l'écran. Donc pareil, si jamais vous ne les comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors je vais séparer cette conclusion en deux parties, les points positifs et les points négatifs. Et on va commencer par les points positifs. Le premier, et pas des moindres, c'est que c'est une Tesla. Bon, déjà ça c'est un gros point positif. Donc le premier déjà, c'est que j'ai fait vraiment un excellent choix avec cette voiture. Le 3008, de passer du 3008 à la Tesla, j'avoue que j'étais un petit peu inquiet au départ parce qu'on passe d'un SUV à une berline. En plus de ça, j'ai une famille avec 2 enfants que je dois caser dans la voiture. Donc je ne savais pas si le choix de la berline était un choix idéal au départ. Et en fin de compte, c'est un excellent choix. Même aujourd'hui, si je devais choisir avec le modèle Y, j'avoue qu'il faudrait que je puisse vraiment essayer les deux. Mais je pense que le choix de la berline aujourd'hui est vraiment un super choix, quoi. Clairement, je ne le regrette pas. En termes de confort, c'est une excellente voiture. Bref, tout ce que je vous ai déjà dit en première partie, je regrette vraiment pas ce choix. En plus de ça, c'est une Tesla, donc je bénéficie des superchargeurs, je bénéficie quand même d'une certaine expertise en matière de voiture électrique. Alors certes, c'est un constructeur tout jeune, mais par contre, c'est quand même un constructeur qui a tout misé sur l'électrique et donc du coup qui a une très grosse expérience dans ce domaine-là. En plus de ça, je veux dire, c'est une Tesla, donc clairement, je sais que je peux partir faire des grands trajets. Je ne suis pas du tout inquiet, même si c'est la plus petite des Tesla. Et d'ailleurs, c'est également un des points positifs, puisque au final, j'ai eu à faire ces grands trajets. Et clairement, je m'aperçois que cette voiture est plus taillée pour les grands trajets que clairement pour les petits trajets et l'urbain. Ça reste quand même une grande voiture, donc elle est quand même plus à sa place, soit en périurbain, soit en campagne, soit clairement pour les grands trajets. Ensuite, le prix. Donc déjà, je l'ai payé 39 000 €. C'est le prix que vous paierez aujourd'hui si vous devez en commander une similaire. Et clairement, c'est imbattable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver une thermique qui fasse 300 chevaux avec toutes les options qu'a cette voiture, de confort, etc., c'est mission impossible. Vous ne trouverez pas une voiture à 40 000 € qui a toutes ces compétences-là. À la limite, ce sera à placer en point négatif. Peut-être que justement, la seule limite de ce prix, c'est l'autonomie pour quelqu'un qui serait éventuellement un grand rouleur. Ce n'est pas mon cas. Donc clairement, ce n'est pas un point négatif pour moi. Ensuite, on va parler du coût au kilomètre. Donc un très faible coût au kilomètre comparé aux autres électriques. Alors ça dépend desquels, mais surtout comparé à une thermique. Pour l'instant, c'est pareil, c'est imbattable. Et pourtant, je recharge sur borne publique. Donc je paye un petit peu plus cher que si je devais recharger à la maison. Mais clairement, j'ai un rapport coût-kilomètre qui est vraiment très très bas. Alors certes, c'est sur 6 mois d'utilisation, 12 000 km, mais même au-delà, si j'avais dû inclure les entretiens au bout d'un an du 3008, clairement, c'est encore une fois imbattable. C'est une berline hyper spacieuse, donc il y a vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de coffres. En revanche, là où je mettrais un petit bémol aussi, c'est que si vos enfants sont vraiment en très bas âge et que vous avez encore besoin des poussettes, en effet, il se pourrait qu'avec une poussette, ce soit peut-être un petit peu plus compliqué. Mais honnêtement, le coffre est vraiment super grand, quoi. C'est très spacieux.
Et pour finir avec les points positifs, si vous cherchez une grande berline spacieuse et que vous voulez faire des grands trajets, donc vraiment des très grands trajets, il ne faut pas hésiter, cette Tesla, elle est clairement adaptée à ça. Donc pour avoir fait les grands trajets, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Alors oui, bien sûr, vous mettrez un petit peu plus de temps qu'en thermique puisqu'il faut compter le temps de recharge. Mais moi personnellement, quand je voyage, j'aime bien faire des pauses. C'est-à-dire que ces pauses font partie pour moi du trajet. Donc en fait, pendant la pause, la voiture recharge et au final, je fais même plus de pauses pour boire un café ou que les enfants fassent pipi ou quoi que ce soit que réellement pour recharger. Donc en fin de compte, c'est pas une contrainte du tout. Donc vraiment, si vous avez des kilomètres à faire, n'hésitez pas, même la version propulsion, elle est complètement adaptée à ça. Et du coup, maintenant, on va faire les points négatifs ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point négatif à dire sur cette Tesla ? D'abord, quand on commence avec un véhicule électrique, clairement, on est très inquiet concernant l'autonomie et les recharges. Et c'est vrai qu'au début, c'est une angoisse, entre guillemets, hein, encore une fois, à relativiser. Mais c'est une angoisse de savoir est-ce qu'on va avoir assez de charge pour aller au point suivant, est-ce que je dois recharger tout le temps dès que je peux, est-ce que je dois recharger qu'à 20%, à 80%, enfin bref. Il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît pas quand on vient du thermique et auxquelles on doit s'habituer quand on arrive sur l'électrique. Donc il y a une sorte d'angoisse, encore une fois, à relativiser. Mais dès qu'on passe à l'électrique, il y a plein de choses à penser. Donc il ne faut pas passer à l'électrique si on ne l'a pas déjà préparé, si on n'a pas déjà un minimum de réflexion derrière sur comment on va recharger, comment on va rouler, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est vraiment la voiture qui est adaptée d'ailleurs à mes besoins. Bref, il y a tout un tas de choses à réfléchir avant de prendre une voiture électrique. Ensuite, à prendre en compte, c'est la préparation des trajets. Typiquement, quand on part en électrique, c'est pas comme en thermique, on part un petit peu moins de manière naturelle. Il va falloir anticiper son trajet, savoir où on va recharger, en particulier à destination, puisqu'aujourd'hui le trajet se passe particulièrement bien. Il y a des superchargeurs ou des chargeurs très rapides quasiment partout sur toutes les autoroutes. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est forcément des chargeurs à destination. Encore une fois, c'est à relativiser parce que des prises électriques, il y en a quand même quasiment de partout, quoi. Un autre petit point un peu négatif, c'est qu'en voiture électrique, on passe plus de temps à recharger que quand on est en voiture thermique à faire notre plein. C'est-à-dire qu'en voiture thermique, on va faire le plein quand on aura fait entre 600 et 1000 km potentiellement, entre deux pleins. En voiture électrique, on aura tendance à recharger un petit peu plus souvent déjà pour anticiper. Si jamais on doit avoir une urgence, on recharge pour avoir plus de batterie et répondre à cette urgence. Donc on évite de descendre en dessous des 20%. Et de toute façon, il va falloir recharger plus fréquemment. C'est-à-dire que oui, on a une autonomie plus limitée. Donc forcément, on va recharger un petit peu plus souvent. C'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que je passe plus de temps à recharger. Maintenant, la recharge est quand même beaucoup plus facile sur électrique. C'est-à-dire que soit on recharge à domicile pour ceux qui le peuvent, ou même comme moi, à recharger sur borne publique, au final, j'ai une borne à côté de chez moi. Donc je garde ma voiture, je la charge, point barre. Donc ça me prend moins de temps, mais je le fais plus souvent. Voilà. On peut aussi citer l'autonomie. Alors l'autonomie, si ce n'est pas un véritable problème la plupart du temps, par contre la distance qu'on peut parcourir est aléatoire en fonction de tout un tas de choses. Vous faites un grand trajet, vous prenez l'autoroute, là vous aurez moins d'autonomie, et encore que. Vous faites des petits trajets quotidiens, en théorie vous auriez plus d'autonomie, oui mais le fait d'utiliser la climatisation et le chauffage sur des très courtes durées fait qu'elles vont consommer plus que si vous les aviez utilisées pendant un grand trajet. S'il fait chaud, s'il fait froid, enfin bref, en gros l'autonomie est jamais la même. Et là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est que moi je consomme moins au quotidien, mais qu'au final je fais quand même moins de kilomètres avec ma charge, puisque du coup je me retrouve à mettre la clim ou le chauffage et donc du coup à un petit peu surconsommer. Et au final, là où j'ai pour l'instant les consommations, pas les plus basses parce que les consommations moteurs sont plus élevées, je parcours plus de kilomètres avec un nombre précis de pourcents, c'est quand je fais de l'autoroute. Alors pour l'instant c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on nous apprend ou de ce qu'on nous dit. Et dernier point, l'obsession concernant les véhicules neufs. Alors ça, quand on a une voiture neuve, on a tendance à vouloir faire attention à elle, à se garer loin sur les parkings de supermarchés, à éviter les situations un petit peu à risque pour la préserver le plus longtemps possible. Et c'est d'autant plus fort qu'on a le mode sentinelle pour justement nous surveiller un petit peu plus la voiture et ça va justement nous créer une sorte de psychose. On va avoir une psychose de tout le temps surveiller notre voiture, activer le mode sentinelle ou pas, ça nous coûte de l'argent, bref. Il y a une petite psychose autour du véhicule neuf. Alors encore une fois, ce n'est pas propre à la Tesla, mais c'est un petit peu amplifié par le mode sentinelle. À prendre en compte aussi, si vous êtes déjà un psycho avec vos véhicules neufs en temps normal, alors là, clairement, vous allez être complètement dingue. Clairement, aujourd'hui, un véhicule électrique est
parfaitement adapté à mes besoins. La Tesla Model 3 parce que j'ai une famille à mettre dans la voiture, donc c'est une grande berline, ça me va parfaitement. Je fais occasionnellement des très grands trajets et c'est parfait, cette Tesla Model 3 est parfaite pour les grands trajets, même en version propulsion comme moi. Et malgré tout, comme je fais pas mal de petits trajets quotidiens avec beaucoup de villes, elle ne consomme pas énormément, contrairement à une thermique qui, elle, consommerait beaucoup plus. C'était le cas de mon 3008 avant. Mais objectivement, est-ce que pour vous, un véhicule électrique, ce serait réellement judicieux? Évidemment, je vous laisse me répondre à tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé énormément de travail, donc déjà en amont, puisque j'ai tout noté sur mon fichier Excel. Mais aussi là, pour produire cette vidéo, ça m'a pris énormément de temps, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce en l'air. Moi, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Dans tous les cas, moi, je vous abandonne pas puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos. Ouah, ça y est, on a mangé tous ces chiffres. Je crois que même moi, je me suis perdu des fois avec tous mes chiffres. Un truc de malade. Bon, j'espère que ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos ont remarqué quand même que j'ai fait l'effort de changer de décor, de tourner dans la voiture, de tourner à mon bureau. Tout à l'heure, ce que vous voyez, la caméra, elle était derrière. Alors ça, c'est un télescope, hein. C'est pas là où je mets ma caméra d'habitude, mais en fait, je filme là. Ça, c'est mon bureau que vous voyez d'habitude. J'espère que les gens, ils auront vu tout l'effort que j'ai fait pour faire une vidéo vraiment de qualité, quoi. Non, mais en fait, il y a carrément 99% de chances que tout le monde n'aille même pas jusqu'à ce moment-là de la vidéo, que je vais laisser volontairement. D'ailleurs, pour ceux qui auront vu cette espèce de bêtisier un petit peu chelou, mettez-le en commentaire, mettez-moi, moi je l'ai vu.